Bonjour à tous. Alors, il est des personnages qui laissent à l'histoire un nom sans prénom, un simple patronyme, et c'est le cas notamment de Dalloz. Le nom, aujourd'hui, renvoie encore à une célèbre collection de jurisprudence, ainsi qu'à une maison d'édition particulièrement prestigieuse. Et pourtant, derrière ce nom, il y a plusieurs prénoms qui ont compté. Il y a les prénoms d'Armand et Emmanuel Dalloz, les frères du fondateur de la dynastie. Il y a ceux d'Édouard et Paul, ses fils. Et puis, il y a surtout un homme qui a compté, c'est Désiré Dalloz, qui est en quelque sorte le père fondateur de cette maison d'édition et de cette vaste collection de jurisprudence. Et c'est à ce personnage que Thibaut de Ravel d'Esclapon a consacré une biographie. Bonjour Thibaut. Bonjour Hervé, merci beaucoup de votre invitation. Donc, cette biographie vient de paraître évidemment aux éditions Dalloz, et c'est le retour sur un parcours d'un grand jurisconsulte, un homme qui a laissé son nom à l'histoire du droit, mais un homme qui a également eu une carrière qui aujourd'hui est en grande partie méconnue. Et grâce à ce travail, on peut revenir sur le parcours de cet homme qui est, à certains points de vue, assez étonnante. Au départ, il y a un avocat. Et un avocat qui a compté, notamment à l'époque de la Restauration, puisqu'on le trouve mêlé à de grands procès, notamment des procès politiques, des procès de conspiration, dont les procès des quatre sergents de La Rochelle, même s'il n'a pas défendu l'un de ces fameux sergents. Oui. Voilà, merci beaucoup Hervé de votre invitation et merci de cette première question parce que c'est vrai que c'est par là que je suis rentré dans le personnage, dans l'ouvrage que j'ai consacré à Désiré Dalloz, effectivement, et c'était important pour moi parce que c'est une sorte de zone d'ombre biographique, si je puis dire, mais Désiré Dalloz a commencé sa carrière de, va-t-on dire, jurisconsulte, en tout cas de praticien du droit et ensuite de penseur du droit, par la carrière d'avocat. Désiré Dalloz a été un grand avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État, mais ça a été d'abord un avocat à la Cour, et ça, c'était très intéressant pour moi de montrer qu'il avait pratiqué le droit en tant qu'avocat à la cour. Et effectivement, comme vous le rappelez, ce qui est intéressant, c'est qu'il rentre dans des procès qui sont au cœur de la Restauration, au cœur de cette époque un peu malmenée du retour des Bourbons, et Désiré est vraiment dans des grands procès. Alors, il y avait la conspiration des sergents de La Rochelle, il y avait la conspiration du Bazar français, il y a la conspiration du Bordelot. Dalloz est un peu partout. Alors certes, il ne défend pas, et vous l'avez très justement dit, l'un des sergents de La Rochelle, il ne défend pas les grands conspirateurs, si je puis dire. Il se limite à la défense de second couteau, pourrait-on dire, en tout cas de personnes en arrière-plan de la conspiration, mais néanmoins, il est là. Et ça, c'était pour moi un premier mystère. Dalloz est dans ses grands procès. Comment y a-t-il pu y parvenir? Comment a-t-il pu être parmi ces avocats un petit peu ce cénacle d'avocats de prestige comme Dupin, comme Berryer, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'important dans son parcours. Je crois que son expérience d'avocat à la Cour lui servira bien sûr quand il deviendra avocat à la Cour de cassation et lui servira par la suite en tant que jurisconsulte parce que on le voit d'ailleurs assez souvent faire référence à des affaires qu'il a pu traiter. Donc voilà, c'était vraiment pour moi important de démontrer qu'il avait commencé son grand parcours, si je puis dire, par cette première partie de la profession. Voilà. Alors très vite, l'avocat prend une forme un peu différente. Dès 1823, il a moins de 30 ans, il est né en 1795. Dès 1823, il devient avocat au Conseil et avocat à la Cour de cassation. Et lorsqu'on connaît son parcours, bien évidemment, c'est une date qui est importante pour lui et c'est vraiment, comme vous l'écrivez, un tournant dans sa carrière. C'est un autre avocat qui apparaît à ce moment-là. Alors oui, oui, c'est effectivement un très grand tournant. Je crois que c'est le premier grand tournant, puis je crois aussi que c'est la concrétisation projet initial. C'est-à-dire que je pense que Désiré voulait depuis le début, depuis 1817, quand il prête serment devant la Cour royale, je pense qu'il voulait être avocat au Conseil parce qu'il a été formé dans le cabinet de Loiseau, qui lui-même était avocat au Conseil du Roi, et Désiré n'a connu quasiment que ça. Donc je pense qu'effectivement, c'était sa volonté. C'est une période fascinante, la période de sa carrière d'avocat au Conseil, parce que c'est la période qui lui permet d'asseoir véritablement, plus que celle d'avocat à la Cour royale, qui lui permet d'asseoir sa prospérité sociale. Il devient riche grâce à ce métier-là, sa prospérité évidemment aussi financière, intellectuelle, etc. Donc c'est vraiment un tournant très important. Et c'est le résultat, mon semble, si on est un petit peu passionné comme ça, c'est le résultat d'un rêve. Ça, j'en suis intimement convaincu. Même si Loiseau ne pourra pas assister à la prestation de serment puisqu'il est décédé quand Dalloz était encore assez jeune. Voilà.
Alors, un autre tournant dans sa carrière, c'est un peu plus tard, en 1837, lorsqu'il devient député. Et là, on se rend compte que c'est un tournant finalement dans sa manière de concevoir le droit, puisqu'il va, à partir de ce moment-là, participer à son élaboration à la chambre des députés. On voit que c'est un technicien, finalement, un homme de l'ombre. Hein. Vous dites à un moment que ce n'est pas un homme de barricade, mais c'est quand même une expérience qui a compté pour lui, notamment une expérience juridique, autant que Oui. politique. Ah oui, oui, vous avez entièrement raison. Je pense qu'effectivement, c'est une expérience qui a énormément compté. C'est une expérience d'une remarquable complémentarité par rapport à ce qu'il a été, à ce qu'il sera. C'est-à-dire que pour son parcours, encore une fois, il est très important qu'il ait été député et qu'il le soit en tout cas, puisque c'est ce que j'ai appelé la fabrique de la loi. Il peut finalement eh bien s'intéresser à comment est-ce que la loi est pensée. Alors c'est vrai que c'est pas un homme de barricade, hein, bien sûr. Je pense que c'est pas quelqu'un comme le Trio Rollin qui succédera dans sa charge, qui va aller au premier plan des événements et surtout pas pendant les événements révolutionnaires. Néanmoins, c'est effectivement un technicien. C'est vraiment le député jurisconsulte. On le cite à l'Assemblée. Vraiment des débats très techniques où certains collègues lui disent comme notre honorable collègue le dit dans son recueil, etc. Donc c'est vraiment pour ça assez intéressant de le voir. C'est une période que j'ai bien aimée aussi parce que finalement c'est aussi, on voit que Dalloz est très inséré, en tout cas prend part au moins intellectuellement aux événements politiques et surtout à l'instabilité politique de l'époque. Alors après, juste pour finir, c'est vrai que je l'ai écrit, c'est pas du tout un homme de barricade. En revanche, c'est un homme qui pense quand même, voilà, qui a des amis, Lamartine, etc. Simplement, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à laisser la place à Lamartine s'exprimer quand il faut aller au front, puisque lui ne le fait pas. Et donc, c'est Lamartine qui le fera. Il le dit même dans une lettre qui est aux archives départementales de Lons. Il laisse sa place à Lamartine d'orateur. Voilà. Alors, lorsqu'il arrive à la Chambre, bien évidemment, c'est déjà un jurisconsulte reconnu et même d'une notoriété tout à fait exceptionnelle. Mais ce qui est assez étonnant dans son parcours, c'est qu'il commence cette carrière de jurisconsulte très vite, dès la Restauration finalement, notamment par sa participation au Journal des Audiences, qui est un peu son entrée dans cette carrière parallèle, cette carrière de jurisconsulte proprement dit. Oui, alors c'est vrai que c'est très tôt, hein. Alors, la période est assez peu documentée, il est vrai, et j'ai assez peu d'archives fiables sur cela, si ce n'est des recensions ou des nécrologies donc de la fin du 19e, de la première moitié du 19e. Donc la période est peu documentée. Néanmoins, de la vie Constant, il aurait commencé sa carrière dans l'édition, si je puis dire, si on me pardonne l'anachronisme, mais dès 1814, devenant directeur du Journal des Audiences en 1816. Donc c'est aussi véritablement un projet qu'il a habité toute sa vie. On a l'impression, cet atelier des arrêts qui a été la carrière de la Cour de cassation, cet atelier de la loi qui a été le Parlement, la Chambre, pardon, que tout cela est au service de ce projet qu'il nourrit depuis toujours. Et ça, en cela, c'est fascinant parce que c'est un vrai parcours, c'est un itinéraire. Alors son grand œuvre, bien sûr, c'est le Journal général du Royaume, la jurisprudence générale du Royaume, qui est une œuvre à la fois personnelle et collective. Et ce qui est particulièrement intéressant à vous lire, c'est de voir comment, finalement, cet homme a bâti une aventure éditoriale, comme vous l'écrivez à un moment, euh, dans laquelle il est bien sûr le premier intervenant, mais il a autour de lui toute une série de personnes qui s'agrègent à lui, qui travaillent avec lui, et on a une œuvre qui prend naissance, qui se développe et qui lui survit. Oui, tout à fait. Que ce soit là. Alors la première édition était peut-être un peu plus personnelle à ses tout débuts, puisqu'il n'avait pas forcément encore la notoriété pour se permettre d'avoir un cercle autour de lui. Mais que ce soit quand même la première au fil des périodes, des numéros, pardon, ou que ce soit la seconde édition, c'est vraiment l'histoire d'une aventure collective, sous le nom d'un seul, mais l'histoire d'une aventure collective. Que ce soit avec ses frères d'abord, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, Emmanuel et Armand, ou ensuite tous ces nombreux collaborateurs qui ont travaillé avec lui. Et c'est peut-être un petit peu le regret, mais c'est un regret en réalité que je pourrais peut-être ouvrir pour la suite, mais c'est de ne pas avoir pu documenter suffisamment, peut-être parce qu'il n'y a tout simplement pas d'archives, mais les discussions entre Dalloz et ses collaborateurs, comment choisissait-il les arrêts, etc. Et ça, c'est quelque chose de... En tout cas, plusieurs personnes qui ont pu se prononcer sur le livre attendent un petit peu qu'on essaie de creuser là, il y aurait une piste, parce que je crois que ce sera intéressant, parce que c'est vraiment une œuvre collective, effectivement, les deux éditions. Alors, les archivements, bien sûr, vous le dites, et c'est vrai qu'on rencontre ça pour tout projet biographique, mais en même temps, vous avez suffisamment d'éléments pour mêler à certains moments la vie publique et la vie privée,
et apporter des éléments d'explication. Je pense notamment au mariage de Désiré Dalloz avec la petite fille de Pankouk, le grand éditeur, hein, qui a été mêlé à l'édition de l'encyclopédie puis de l'encyclopédie méthodique. Et il y a là, dans ce lien familial avec cette grande famille d'éditeurs, un élément qui a sans doute compté pour expliquer l'aventure éditoriale de Dalloz. Ah oui, oui, le mari Dalloz a fait un beau mariage, on peut le dire. Alors le document, j'ai pas la primeur. Hein, il avait été le contrat de mariage de Dalloz avec Caroline Père. Il avait été découvert par un célèbre historien de l'édition, et du coup, je suis allé le compulser. Et c'est vrai que son alliance avec les pères Pankouk, parce que si on peut dire, il est allié aussi au père, qui est une famille d'architectes Pankouk, qui est une famille d'éditeurs, l'a clairement inséré dans un réseau de sociabilité et de notabilité parisienne qui est passionnant à étudier. On le voit dans son contrat de mariage, on le voit dans beaucoup de documents postérieurs qu'on retrouve au minutier central, et ça, en cela, c'était passionnant. Et ça lui a donné aussi, sans doute, cette confrontation au Pankouk, ça lui a donné, enfin, ça peut-être ça lui a pas donné, mais ça a en tout cas solidifié son goût pour l'édition. Ça lui a sûrement donné aussi des bonnes pratiques. Voilà, il a baigné dans un milieu social et professionnel qui était très favorable à l'éclosion de son talent de jurisconsulte et d'éditeur, me semble-t-il, grâce au Pankouk. Merci Thibault. Voilà Merci. donc pour découvrir Désiré Dalloz. Alors, la présentation qu'on vient d'en faire est une présentation évidemment très brève, beaucoup d'autres choses à découvrir sur ce parcours tout à fait exceptionnel, sur une personnalité aussi qui était reconnue par les contemporains comme attachante. Vous le trouverez donc dans Désiré Dalloz, Vivre le droit, un sous-titre discret mais efficace qui rend bien compte de cette vie au plein cœur du 19e siècle. Merci Hervé. Merci Thibault.